Messieurs, bonsoir. Accès aux soins de santé, lutte contre la maladie, surveillance épidémiologique, couverture des risques, protection sociale, solidarité et lutte contre l'exclusion en matière de santé et de développement social. Les défis auxquels fait face notre pays sont nombreux. De nombreuses actions sont également entreprises au quotidien dans ces différents domaines avec comme finalité l'amélioration de la qualité de vie des Maliens, les Maliennes et les Maliens qui attendent beaucoup de leur système de santé, de protection sociale, mais aussi, disons, en matière de solidarité. La solidarité, une des valeurs cardinales de notre société. Ce soir, dans l'émission Malikoura Tassira, saison 2, nous nous intéressons à ce département qui élabore et met en œuvre les politiques en la matière. Médecin colonel Assa Badialou Touré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le ministre de la Santé et du Développement social. Bienvenue donc sur le plateau de Malikoura Tassira et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec moi pour vous interroger, Mariam Maïga, journaliste à Studio Tamani. Bonsoir Mariam. Bonsoir Yaya, bonsoir Madame la Ministre. Madame le Ministre, notre pays fait face depuis un certain temps à une épidémie de dengue. C'est un mal peu connu sous nos cieux. À la date d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette épidémie? Est-ce que la situation est sous contrôle? Donc, je vous remercie d'abord de m'avoir reçu ce soir. J'en profite de remercier le bon Dieu et de remercier tout le peuple malien, les auditeurs qui nous suivent, le département, et souhaiter une bonne et heureuse année 2024 à toutes et à tous. Et surtout que cette année 2024 soit une bonne année de santé et de prospérité pour tous les Maliens. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous dire que le système de santé du Mali, c'est un système pyramidal qui a une base et un sommet. À la base, on commence par les centres de santé communautaires qui sont à peu près dans toutes les communes. On en a à peu près 1635. Après ces centres de santé communautaires, on a les centres de santé de référence. Après les centres de santé de référence, on a les centres de santé de deuxième génération, référence, donc les hôpitaux régionaux surtout. Et le troisième niveau maintenant, c'est les centres de santé de troisième référence, qui sont les centres hospitaliers universitaires. On a des centres hospitaliers universitaires comme Point G, Gabriel Touré, qui sont un peu partout. Mais il faut noter qu'on a aussi 3 grands centres hospitaliers universitaires spécialisés, qui sont le centre hospitalier universitaire de dermatologie, de l'IOTA et du CENOS, c'est-à-dire l'odontostomatologie. Donc c'est à travers cette pyramide que tout ce qui se fait en santé est fait. Donc maintenant, pour en venir à la dengue, vous dire que nous avons l'Institut national de santé publique qui, en son sein, a un département qui est chargé des opérations d'urgence de santé publique, DOSP. Et ce département est là et se met en branle chaque fois qu'on a un seul cas d'une maladie quelconque. Donc ça a été le cas de la dengue. Depuis le mois de septembre, nous avons reçu le premier cas de dengue. Depuis là, ça a évolué. À la date d'aujourd'hui, on a enregistré plus de 800 cas, dont malheureusement 34 décès. Et ce qu'on peut dire par rapport à la dengue, on peut dire que c'est sous contrôle. Et les analyses se font dans notre laboratoire de référence qui est l'INSP, et dans certains autres laboratoires, ça se fait. Ce que je tiens à dire par rapport à la dengue, c'est que c'est une maladie virale et le traitement est surtout symptomatique. C'est-à-dire symptomatique, c'est des médicaments qu'on prend pour traiter les symptômes avec lesquels les patients viennent. Mais en cas d'aggravation, quand les malades sont référés dans nos centres de santé, ils sont pris en charge totalement et gratuitement. Le problème avec les épidémies, un instant Mariam, c'est qu'elles arrivent généralement sans prévenir. Le système, globalement, vous avez dit, vous avez un système pour riposter. Comment est-ce qu'il se présente? Non, le système est là avec tous les démembrements. Dès qu'il y a un cas, il y a l'alerte qui est lancée et tout le système se met en branle. Et ce système est ramifié jusqu'au niveau des centres de santé communautaires. Alors, vous avez parlé, Madame la Ministre, du cas de la dengue. Qu'en est-il des autres épidémies qu'on avait entendu parler à un moment donné dans le pays? Il s'agit notamment de la fièvre Zika ou encore du chikungunya. C'est que c'est le même mécanisme pour toutes les épidémies. Et ce système, on peut le dire, le Mali peut être fier d'avoir ce système qui est vraiment très robuste. Et c'est ce système même qui nous a permis de beaucoup stopper le coronavirus avant qu'il ne rentre au Mali. C'est un système qui est là, actif et qui travaille
H24. Qu'en est-il aujourd'hui des réformes dans le domaine de la santé au Mali? Bon, les réformes, on est obligé de faire des réformes. Terre à terre, si je dois donner une explication, les réformes, c'est quand un enfant à 10 ans, il porte une chemise, à 20 ans, il ne peut plus porter la même chemise. C'est-à-dire, par exemple, nos centres de santé de référence, nos CESCOM, étaient créés pour un certain nombre de personnes. Par exemple, les centres de santé de référence, c'était pour, je pense, 75 000 habitants par commune. Et là, maintenant, parlant du cas de Bamako, aucune commune n'a moins d'un demi-million. Donc, c'est obligatoire que ces centres de santé de référence se transforment en hôpitaux de district. On a déjà commencé, il y a l'hôpital de district de la commune 4 qui est déjà fonctionnel. Et au cours de cette année, il y a beaucoup qui sont prévus. Il y a notamment, en 2023, il y a Nioro et Bougouni qui sont prévus et d'autres suivront aussi. Madame le ministre, vous nous avez présenté votre pyramide, la pyramide sanitaire. On constate en règle générale que les usagers vont directement vers le sommet de la pyramide au lieu de passer par les centres de santé communautaires. Est-ce à dire que les centres de santé communautaires ne répondent plus aux besoins de la population? Non, je dirais qu'il y a un manque d'information parce qu'avant, les CESCOM étaient dirigés par les directeurs techniques de ces centres, étaient surtout des infirmiers, des sages-femmes. Mais présentement, la plupart de nos CESCOM, on en a 1635, la plupart, c'est des médecins. Et parfois pas un seul, mais deux médecins, c'est-à-dire un médecin généraliste et un autre médecin à tendance gynécologique. Parce que c'est dans ces centres-là qu'il y a beaucoup de consultations prénatales, il y a beaucoup de vaccinations. Donc, il y a assez de personnel maintenant. Alors, mais vous n'êtes pas sans savoir que les Maliens ils se plaignent beaucoup de leur système de santé. Il y a beaucoup de griefs contre le système de santé. Est-ce qu'à vos yeux, ces griefs ils sont justifiés ou bien on fait un faux procès au système de santé du Mali? Non, je dirais que chacun juge par la manière dont il est entré en contact avec ce système. Il y a eu peut-être des griefs. Tout n'est pas parfait, mais dans les centres, on essaye de faire de telle sorte qu'il y ait le minimum pour accueillir ces patients, les mettre à l'aise. Et à défaut de ça, on a des systèmes de référence évacuation, on les évacue. Le Malien lambda se plaint beaucoup du plateau technique dans les centres de santé en général. Qu'en est-il aujourd'hui de la situation? Par rapport au plateau technique, on ne dira pas qu'on est au top, mais quand même, on a le minimum qu'il faut pour prendre en soin la majorité des pathologies. Au cours de cette année 2023, nous avons renouvelé 70 CESCOM. Avec le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, nous avons refait le centre de santé de référence de Kati. Il y a eu des centres de dialyse au niveau de 2 de nos centres de santé de référence au centre médico-chirurgical de Bamako. Il y a eu des acquisitions à plusieurs niveaux. Au niveau de Caille, on a inauguré le centre de dialyse de Caille avec le président de la transition. Au niveau de Kati, ils ont eu l'IRM. Et il y a eu, pour la pose de pacemaker, ils ont eu des tables d'anesthésie. Il y a eu, au niveau de l'hôpital de Ségou, le bloc d'accueil et d'urgence a été refait. Au niveau de Mopti, qui est central, où on reçoit beaucoup de blessés, on a vu qu'il y a eu 2 scanners. Il y a eu 2 scanners et il y a eu même des modifications au niveau de leur radio pour l'agrandir. Il y a eu, comme le problème de sang est assez crucial, il y a eu une banque de sang et un centre pour la prise en charge de la drépanocytose. Et maintenant, au niveau des hôpitaux de Bamako, on a acheté beaucoup d'oxygène. Il y a eu des centrales d'oxygène au niveau de 3 de nos hôpitaux, à savoir l'hôpital du Mali, l'hôpital du Point G, l'hôpital dermatologique. Et dorénavant, ces centres pourront non seulement se suffire en oxygène, mais ils pourront donner de l'oxygène aux autres. À l'hôpital du Mali aussi, en plus de ça, on a eu l'IRM, le scanner. Il y a aussi l'accélérateur linéaire pour la radiothérapie. Et je sais que peut-être que beaucoup vont parler de ça et que ça ne marche pas. Le problème, ce n'est pas l'accélérateur linéaire, elle est là, déjà bien installé. Le seul problème, c'est la porte. Parce que la porte, le nouvel accélérateur qu'on a installé a beaucoup plus de capacité que l'ancien qui était là. Donc, de peur de radier les gens, on a décidé de changer la porte. Et c'est une porte qui a à peu près 5 tonnes. Ça ne peut pas être changé du jour au lendemain, surtout que ce n'est pas fabriqué au Mali. Au niveau de l'INSP, il y a le centre de virologie qui est en place. On a un laboratoire P3
pour faire beaucoup d'analyses. On n'a pas besoin d'aller faire beaucoup d'analyses à l'extérieur maintenant. Mais est-ce que vous estimez que ce que vous avez fait en matière de relèvement du plateau technique est vraiment suffisant pour enlever aux Maliens cette envie de faire du tourisme médical? C'est une politique qui doit être là, sensibiliser les Maliens, que les Maliens aient confiance en leur système de santé, qu'ils sachent qu'ils pourront avoir le meilleur des soins chez nous ici et que ça ne sert à rien de prendre des billets et parfois aller, comme vous le dites, faire du tourisme et ils ne sont même pas bien traités et parfois venir mourir dans notre pays ici. Alors, et la qualité des ressources humaines dans notre système de santé est-elle au rendez-vous aujourd'hui? On a un problème crucial de ressources humaines de qualité. Selon l'OMS, pour 10 000 personnes, il faut un minimum de 23 personnels soignants. C'est-à-dire ces personnels soignants, ça regroupe les médecins, les infirmiers et tout le reste. Mais le Mali, il y a des endroits où on n'a même pas 5 personnels soignants pour 10 000 habitants. À Bamako, on en a certes, parce que mais il faut reconnaître, si on enlève les éclopés, les malades du personnel soignant de Bamako, on n'atteindra pas aussi les 23. Donc on a ce problème de ressources humaines qui est vraiment crucial. Le problème, c'est indépendamment de nous, ça se résout à plusieurs niveaux, parce qu'il faut les recruter, il faut la prise en charge, et dire qu'il y a une dizaine d'années, du moins, on disait que pour avoir un système de santé compétitif, il faut au moins qu'on mette 15% du budget national dans la santé. Et présentement, le Mali n'a même pas 5%. Madame la ministre, parlons à présent de gratuité. On dit souvent chez nous que la césarienne elle est gratuite, mais la population dénonce le contraire. Et au même moment, est-ce qu'il y a d'autres soins gratuits également dans le pays pour la population? C'est le lieu ici de remercier les plus hautes autorités du pays qui ont mis vraiment le paquet pour mettre le Malien lambda à l'aise. En plus des césariennes, nous avons le paludisme de l'enfant jusqu'à 5 ans qui est gratuit. Nous avons les dialyses qui sont subventionnées. Et dans le cadre de la réforme, il y a beaucoup d'autres choses qui seront dans cette gratuité-là. Et l'État met des milliards pour cette subvention. Mais quand on parle de gratuité de la césarienne, c'est l'acte qui est gratuit. Et la gratuité commence avec l'acte. Quelqu'un qui vient avec sa femme pour une intervention et dire quand on doit renouveler l'ordonnance de fer acide folique, il vient se plaindre qu'on dit que la césarienne est gratuite alors qu'on vient de lui prescrire ça. Ça ne fait pas partie. Et après l'accouchement, quand il y a une petite fièvre chez l'enfant, quand on prescrit un médicament, l'intéressé vient se plaindre. Non, on lui a prescrit ça alors qu'on a dit que la césarienne est gratuite. C'est l'acte qui est gratuit. Et pour l'acte aussi, on a deux types de kits. Il y a les kits simples et les kits compliqués. Donc, parfois, il peut y avoir rupture par manque d'approvisionnement de certains kits, mais l'acte, jusqu'à preuve de contraire, est gratuit. Les structures le font et sont remboursées par l'État. Madame le ministre, vous nous avez parlé un peu plus haut des efforts que vous avez mis en matière de dialyse, sur les centres de dialyse, pour la prise en charge donc, des insuffisants rénaux. Alors, est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui que ce problème, par exemple, est derrière nous aujourd'hui? On ne peut pas dire que c'est derrière nous parce que la dialyse, en fait, c'est la fin. La dialyse, c'est l'aboutissement de plusieurs pathologies, les pathologies cardiaques, les pathologies rénales. Et la dialyse vient en dernier recours. Ce qu'il y a lieu de faire, l'État met des milliards pour subventionner cette dialyse, mais en amont, on doit travailler pour éviter qu'on aille à la dialyse. En quoi faisant? C'est-à-dire en demandant aux gens d'avoir des règles d'hygiène de vie correctes. Boire beaucoup, faire du sport, marcher et éviter qu'on en arrive là. Donc on peut dire que maintenant qu'on a beaucoup de centres qui sont là, on a des centres même dans les régions, donc on ne peut pas dire que tout est réglé, mais ceux qui sont dans le besoin de la dialyse, la plupart seront pris en charge. Disons un mot, Madame le ministre, du front social. Dans le domaine de la santé, les hôpitaux font partie de ces structures qui détiennent un peu le record en matière de nombre de grèves. Et pourquoi autant de malaise au sein de vos structures de santé? Ce que je dirais, je remercie d'abord le ministre du Dialogue social et les plus hautes autorités pour avoir signé le pacte et dire qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, il n'y a de grève dans aucune structure de santé du Mali. Ces grèves, parfois, sont légitimes parce que les partenaires sociaux, comme on le dit, ce sont nos partenaires. Ils cherchent le bien-être des travailleurs. Et nous, en tant qu'administration, c'est ce que nous cherchons aussi. Parce qu'une mission, c'est les moyens.
Mais si parfois, comme on l'a dit, on n'a pas les moyens de ce que nous faisons, on est obligé parfois de nous entretirer, mais on va dans la même direction et on va continuer dans ce sens-là, travailler ensemble, main dans la main, pour le bonheur de nos populations. Est-ce que ces grèves, quelque part, impactent négativement les résultats vers lesquels vous tendez? Effectivement, ça impacte, parce que si on doit traiter 100 malades, il y en a peut-être 10 où ils ne prennent que les urgences, et ces malades, parfois, les plus nantis vont dans les cliniques, mais les plus pauvres sont obligés d'aller au marché de Médine pour essayer de trouver quelque chose, de prendre quelque chose de traditionnel. Donc, ça impacte sur ça et ça ralentit vraiment beaucoup de nos efforts. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un cadre de dialogue entre le département de la santé et les syndicats de santé pour prévenir ces grèves-là? Bon, il faut dire que quand il y a grève, ce n'est plus la santé. Dès que la grève est enclenchée, c'est le ministère de la fonction publique. Mais avant, la porte est ouverte et il y a toujours des gens qui reçoivent ces syndicats, on essaie de parler. On essaie de voir ce qu'on peut faire. Mais le plus important, c'est qu'on ne ment pas aux syndicats. Ce qu'on peut faire, on le fait et on leur dit. Mais ce qu'on ne peut pas faire aussi, on ne fait pas de fausses promesses. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face aujourd'hui et vos perspectives en matière de santé? On a beaucoup de difficultés, comme on l'a dit, vous les avez vous-même évoquées. C'est d'abord des ressources humaines de qualité et en quantité. C'est que dans le domaine de la santé, tout est urgent. C'est-à-dire quand on a une machine qui tombe en panne, s'il faut attendre, appeler le maintenancier d'un autre pays pour venir le réparer, ça, c'est des contraintes. Pour l'acquisition de certains matériaux, il y a des procédures qu'il faut faire. Ces procédures sont parfois vraiment lourdes. Et vous l'avez dit aussi, les grèves, ça aussi, c'est des contraintes. Bon, les perspectives, il y en a plusieurs. Les perspectives, si on veut commencer, comme on a parlé du système de santé, la réforme, on va changer même la pyramide, parce que notre pyramide s'arrête à la 3e référence. Et nous avons pour ambition d'avoir une 4e référence. Donc on est obligé de changer même notre carte sanitaire. Il y a ça. Il y a la transformation des centres de santé de référence en hôpitaux de district. Par là, on a déjà commencé, la commune 4 est déjà transformée. Et en 2024, je pense qu'il y a le centre de santé de référence de Nioro et de Bougouni qui seront lancés. Par rapport aux perspectives, à Tombouctou, on doit poser la première pierre de l'extension et de la modernisation de l'hôpital et acquérir un scanner là-bas. Les zones du Nord, on a le retour de l'administration. On a le retour de l'administration dans beaucoup d'endroits. Donc, il faut rehausser les plateaux techniques de ces zones-là. Et par rapport à la maladie, faire aussi la sensibilisation, faire comprendre aux Maliens le besoin des mesures préventives pour les maladies. Que les Maliens soient à l'écoute de ce qui se dit. Et je profite de l'occasion pour remercier non seulement vous, mais les autres médias aussi qui sont parfois les relais pour transmettre les directives du ministère de la Santé. Alors, on va boucler ce chapitre santé, Madame le ministre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au personnel soignant, aux usagers? Au personnel soignant, les féliciter, les remercier et surtout leur dire qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être médecin. Il n'est pas donné à tout le monde d'être personnel médical. Donc, c'est quand on l'est, on fait de notre mieux pour satisfaire les patients. Les patients attendent beaucoup de nous. Ils attendent un bon accueil. Ils attendent beaucoup de considération. Ils attendent quand ils viennent qu'on s'occupe d'eux et qu'on les guérit non seulement du mal qu'ils ont, mais qu'on puisse les rassurer pour les mettre à l'aise et surmonter à aider leurs parents par rapport aux différentes pathologies. Aux patients, je dirais de les remercier pour leur résilience et de leur demander encore leur indulgence pour tous les manquements qu'il y a eu à différents niveaux. Mais de comprendre que le personnel médical est là pour eux, d'avoir confiance en ce personnel médical qui ne cherche que leur bien-être. On va passer donc au développement social, à commencer par la protection sociale. Les institutions de sécurité sociale font état d'un taux de couverture, disons, assez faible. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui pour augmenter ce taux de couverture sociale dans notre pays? Donc, effectivement, vous l'avez dit, la couverture sanitaire ne dépasse pas les 4 millions pour les 22 millions de Maliens. Ce qui se fait, il y a beaucoup de sensibilisation. Le RAMED qui est là, qui est gratuit,
c'est pour les indigents, qui est 100% gratuit. Et le RAMED, l'État paye 85%, les collectivités ne payent que 15%. On a vu qu'après la deuxième journée de sensibilisation, certains maires sont venus, ils ont payé leurs cotisations. Donc on les félicite pour ça et on encourage les autres aussi à suivre le même pas. On encourage les privés, on encourage tous ceux qui sont dans le secteur informel à inscrire leurs travailleurs dans ces régimes-là pour que tout le monde puisse en profiter. Alors, quelles sont les difficultés alors pour avoir une large couverture sanitaire pour la population? Est-ce une incompréhension? Mais comme on l'a dit, vous savez, les gens ne comprennent pas. Avant, au début, l'AMO, c'était une catastrophe. Tout le monde se plaignait. Mais à la longue, les gens ont compris. Donc, c'est la sensibilisation qui va continuer, les pousser à adhérer à ça, puisque les plus hautes autorités veulent tendre vers le régime d'assurance maladie universelle où tous les Maliens seront sous couverture. AMO, mutuelle, RAMED, alors tous ces mécanismes, comment est-ce qu'ils se portent aujourd'hui dans notre pays? Quelle est leur santé? Leur santé est bonne. Leur santé est bonne, malgré les difficultés du pays, malgré tout ce qui se passe. On vient de finir pratiquement les conseils d'administration des 3 structures et on a vu que tout se passe bien. Et comment est-ce que le système de l'AMO, vous comptez faire évoluer pour une large prise en compte des Maliens aujourd'hui? On sait que l'AMO, ça passe par la CANAM, et la CANAM est gérée par les 2 autres institutions, c'est-à-dire CMSS, qui est là pour les fonctionnaires, les non-fonctionnaires, les militaires, et l'INPS, qui est là pour les autres travailleurs. Donc, c'est susciter et demander à ces gens-là de plus adhérer à l'inscription de leur personnel à ces différentes assurances. En matière de protection sociale, Madame le ministre, il y a eu aussi ces transferts monétaires, près de 6 milliards de francs CFA distribués. Est-ce que cela vous a permis d'atteindre la cible, les objectifs que vous vous étiez fixés? 6 milliards cette année, c'est-à-dire qu'il y a eu près de 76 000 personnes qui ont bénéficié de ces transferts monétaires. Ce qu'on aimerait dire dans ce cadre-là, c'est de pousser les gens, parce qu'il y a l'informatisation qui est en cours. Ce transfert monétaire, c'est fait pour que la majorité de la population ne tombe pas dans une certaine précarité. Et c'est pour cela que les plus hautes autorités ont initié ces transferts monétaires. Mais il faut qu'on a commencé la digitalisation pour pouvoir recenser ces intéressés et qui s'inscrivent pour pouvoir bénéficier. 76 000, certes, c'est assez, mais ce n'est pas suffisant pour atteindre les cibles. Comment se porte donc la solidarité et la lutte contre l'exclusion au Mali? La solidarité, c'est une des caractéristiques du peuple malien. Et c'est au Mali, on va chez son voisin, on mange, on dort, il n'y a pas de problème. Déjà, la solidarité se porte bien. Et par rapport à la solidarité, on a vu tout ce qui se passe sur le terrain. Par rapport aux déplacés. Depuis 2013, il y a des déplacés, mais ils sont en train de retourner progressivement. Et en 2023, je pense qu'il y a plus de 62 000 qui sont déjà retournés. On est en train de créer des villages d'espoir. Avant, quand les déplacés et les réfugiés venaient, c'était dans des écoles qu'on les logeait. Et maintenant, il y a eu ce changement. Les plus hautes autorités ont décidé de choisir des endroits. Et déjà, il y a 2 qui sont prêts, à Ménaka et à Gao. Et en perspective, on a d'autres qui sont prévus à Mopti et à Tombouctou, avec toutes les commodités pour accueillir au moins 500 réfugiés par site. La solidarité, c'est plus de 25 000 AGR qui ont été financés. Les activités génératrices de revenus. Voilà, les activités génératrices de revenus qui ont été financées en 2023. En plus de ça, il y a eu la 28e édition du mois de la solidarité. On a vu que toutes les autorités ont passé chez les gens. Chacun en a fait. Et nous, le ministère de la Santé, on a distribué plus de 500 tonnes de vivres dans tout le Mali. On a donné 188 tricycles, on a donné des fauteuils roulants, on a financé beaucoup d'activités aussi génératrices de revenus. C'est dire que la solidarité est toujours là. Maintenant, on est en train de passer à l'enregistrement biométrique des déplacés. Quelque chose qui est important parce qu'un déplacé, il se fait enregistrer à Mopti. Après, quand il vient, il va se retrouver au centre de Faladje, il se fait enregistrer encore. Maintenant, quand c'est biométrique, dès que tu es enregistré une fois, où que tu ailles, tu seras vu et ça va même faciliter la prise en charge.
En ce qui concerne la solidarité encore, je demanderais aux Maliens de se faire recenser au niveau de leur structure. Dans toutes les communes, il y a des services du développement social qui sont là. Mais les gens attendent généralement le mois de la solidarité pour venir dire « j'ai un parent démuni, j'ai une grand-mère qui a 100 ans ». Mais les services sont là tout le long de l'année. C'est le lieu d'appeler la population, d'aller se faire enregistrer et qu'on connaisse à l'avance quelle est la population qui a besoin de cette lutte. Le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, 28 ans après, ça garde tout son sens? Oui, on dira que ça garde tout son sens parce qu'il y a le mois de la solidarité et de l'exclusion, mais le ministère du Développement social, la santé du développement social, nous, c'est la solidarité tout le long de l'année. Parce que pendant toute l'année, nous faisons des actions de solidarité. Et ça a gardé son sens parce que c'est pendant un mois, on essaye de montrer à toute la population qu'il y a une valeur qui est la malienne, une valeur d'entraide, une valeur où les Maliens se partagent, que même ceux qui ne savent pas c'est quoi la solidarité, pendant ce mois, chacun aura quelque chose à retenir. Donc c'est très important que ça continue, mais qu'il y ait beaucoup plus de solidarité. Et pendant ce mois, chacun pense pas seulement à lui-même, chacun a un voisin ou un proche qui est dans le besoin et faire un peu de solidarité à cette personne. Alors, Madame le ministre, on va boucler d'un moment à l'autre avec le chapitre des difficultés et des perspectives, mais disons un mot du retour des services socio-sanitaires dans certaines localités, particulièrement la ville de Kidal. Où est-ce que vous en êtes avec ce processus aujourd'hui? La ville de Kidal, on est vraiment très avancé. Et quand le gouverneur partait, avant qu'il ne parte, on l'a rencontré. Et on a eu des séances de travail avec le gouverneur de Kidal. En partant, il est parti avec le directeur régional du développement social et le directeur régional de la santé. Nous avons déjà envoyé une ambulance avec des médicaments qui doivent arriver incessamment. Et nous-mêmes, quand on fera une visite sur le terrain, on va estimer ce dont Kidal a besoin et on fera ce qu'il faudra faire. Ceux qui sont partis pour rester cette fois-ci? Oui, ils sont partis pour rester, Inch'Allah. D'accord, Madame le ministre. On sait que là aussi, en matière de développement social, les choses ne vont pas sans difficulté. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés? On sait que les moyens, par exemple, maintenant sont limités, que beaucoup de partenaires sont partis, certains d'ailleurs à la demande du Mali. Hein. Est-ce que les seuls espoirs reposent maintenant sur les œuvres sociales du président de la transition ou ça se passe comment? Oui, on remercie le président de la transition pour les œuvres sociales et le département aussi fait beaucoup, mais dire que tous les partenaires ne sont pas partis, il y en a qui sont restés, il y a l'UNICEF, il y a beaucoup de partenaires qui sont là, qui continuent à travailler avec nous, mais le plus gros du travail, on essaie de le faire avec nos propres moyens. Tous les programmes qu'on fait, on essaie de faire ce budget national avec nos propres moyens. Donc, il y a ces difficultés-là. Et l'autre difficulté, il faut vraiment qu'on puisse recenser réellement les personnes démunies et les personnes qui ont besoin d'aide. Parce que parfois, ça vient, on ne sait pas, il n'y a pas eu d'enquête sociale, on vient dire tel est démuni, tel est démuni. Donc, il serait très bien qu'on puisse faire ça et informatiser ça. Ça va aider dans le travail, même pour les aider. Et surtout que maintenant, il y a le retour massif qui est là. Il faut préparer les services sociaux de base pour que dans ces zones d'accueil, ils puissent avoir le minimum pour pouvoir subvenir à leurs besoins et avoir une vie décente. Les perspectives en la matière? Les perspectives en la matière, on a déjà commencé. On a vu qu'il y a les villages espoirs. Les villages espoirs vont continuer. Et nous-mêmes, on va aller voir nos réfugiés qui sont dans différents endroits, les sensibiliser et préparer leur retour progressif au Mali. Alors, Madame le ministre, nous sommes presque au terme de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure à nos téléspectateurs? Ce que j'ai à dire, c'est qu'on remercie les uns et les autres, dire que le système de santé et le développement social du Mali va bien, malgré les difficultés, malgré les contraintes. C'est des hommes et des femmes engagés qui sont sur le terrain, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et qui sont là pour satisfaire les populations maliennes. Et demander à ces populations de l'indulgence et comprendre que ces médecins, parfois, ils risquent leur vie. Parce qu'il n'est pas rare qu'un médecin perde la vie en essayant de sauver la vie de quelqu'un d'autre. Comprendre cela et ensemble, nous allons faire le Mali courant. Merci Madame le ministre d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Mariam. Merci. Merci Mesdames, Messieurs de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne pour le prochain numéro de Mali Coura Tassira. Bonne suite de programme sur le RTM.